La fille du roi des elfes, chapitre 2. Alvéric arrive en vue du pays des elfes. Un rayon du soleil levant entra tout droit dans la longue chambre soblement meublée, sise en haut d'une tour où dormait Alvéric. Il s'éveilla, se souvint aussitôt de l'épée magique et se sentit tout joyeux. Il est naturel de se sentir heureux à la pensée d'un présent récemment reçu, mais l'épée en elle-même dégageait un certain bonheur. Peut-être pouvait-elle d'autant plus aisément entrer en communication avec les pensées d'Alvéric que celle-ci émergeait juste du pays des songes où elle était née elle-même. Quoi qu'il en soit, ceux qui ont un jour approché une épée magique ont tous ressenti cette joie claire, évidente, à la voir neuve encore. Il n'avait pas d'adieu à faire, mais pensait qu'il valait mieux obéir sans délai à l'ordre de son père. Inutile d'aller lui expliquer les raisons pour lesquelles il emportait dans cette aventure une épée qu'il jugeait meilleure que la sienne. Aussi ne prit-il même pas le temps de manger. Il mit quelque nourriture dans un havresac et suspendit à son épaule, au moyen d'une courroie, une gourde de bon cuir neuf qu'il ne s'attarda pas à remplir car il savait devoir rencontrer des sources sur son chemin. Et c'est ainsi que, portant l'épée de son père à la façon ordinaire, l'autre fixée derrière son dos, la grossière poignée liée à son aisselle, il quitta le château et la vallée des Aunes. D'argent il n'emporta guère une maigre poignée de sous qu'il comptait utiliser tant qu'il serait sur la terre des hommes, car il ignorait de quelle sorte de monnaie ou de quelle forme de troc on se servait au-delà des frontières du crépuscule. En vérité, la vallée des Aunes est très proche de la lisière au-delà de laquelle on ne trouve plus aucune terre connue des hommes. Alvéric gravit la colline, arpenta les champs, traversa les bois de coudriers. Quand il fut dans les champs, le ciel brillait gai et bleu au-dessus de sa tête, aussi bleu et brillant que le sol sous ses pas quand il entra dans les bois, car on était à la saison des campagnols. Il s'arrêta pour manger, remplit sa gourde, marcha tout le jour en direction de l'est, et au soir apparut à sa vue l'ombre flottante couleur de pâle myosotis des montagnes du royaume enchanté. Tandis que le soleil se couchait derrière lui, Alvéric regarda ces montagnes bleu pâle pour voir de quel coloris leur cime allait étonner le soir qui venait. Mais aucune nuance du soleil couchant, dont la splendeur éclairait d'or la campagne terrestre, ne vint les caresser. Nulle infractuosité de rochers ne s'estompa au flanc de leurs précipices, nulle ombre ne s'épaissit, et Alvéric apprit ainsi que rien de ce qui survient de ce côté-ci n'apporte le moindre changement au royaume enchanté. Son regard quitta leur pâle et sereine beauté et revint vers la terre des hommes. Là il vit les demeures humaines avec leurs pignons hauts dressés dans le soleil au-dessus des haies fleuries par le printemps. Il les laissa derrière lui, tandis que s'étendait la beauté vespérale, pleine du chant des oiseaux, du parfum des fleurs, des senteurs de plus en plus lourdes, et que la soirée se faisait belle pour accueillir l'étoile du berger. Mais avant qu'elle ne fût levée, le jeune aventurier trouva la maison qu'il cherchait. Il avait en effet reconnu, flottant au-dessus de la porte d'entrée, la gigantesque peau tannée, couverte d'étranges inscriptions dorées, indiquant que le propriétaire travaillait dans la sellerie. En réponse au petit coup qu'Alvéric donna à la porte, apparut un vieillard petit, tout courbé par l'âge et qui, dès qu'Alvéric se fut nommé, se courba davantage encore. Le jeune homme le pria de lui confectionner un fourreau pour son épée, sans préciser toutefois de quelle épée il s'agissait. Ils pénétrèrent tous deux à l'intérieur de la chaumière, où près d'une grande cheminée se tenait une vieille femme. Les deux vieux firent à Alvéric les honneurs de leur demeure, puis le mari alla s'asseoir devant son établi, fait d'une épaisse planche dont la surface polie était creusée et usée par la coupure répétée des petits ciseaux tranchants qui, des générations durant, y avaient découpé le cuir. L'homme posa l'épée sur ses genoux et s'étonna de la rugosité de la poignée et de la garde, faite de métal brut non ciselé, ainsi que de la taille imposante de la lame. Puis il plissa les yeux et se mit à étudier son ouvrage. Il eut en un instant décidé de ce qu'il allait faire. Sa femme lui apporta une peau particulièrement belle où il traça les contours identiques de deux morceaux au moins aussi larges que l'épée elle-même. À toutes les questions que le vieillard lui posa sur son étonnante épée, Alvéric apporta des réponses évasives pour ne pas jeter le trouble dans son esprit en lui disant la vérité. Il embarrassa suffisamment les vieux époux en leur demandant un peu plus tard asile pour la nuit. Ils acceptèrent avec 1000 excuses comme si la faveur leur était faite à eux-mêmes et offrirent à Alvéric un superbe souper, composé de toutes leurs réserves de gibier longuement mijotées dans leur chaudron. Mais en dépit de toutes ces protestations, Alvéric ne put les empêcher de lui céder leur lit, tandis qu'ils se préparaient à passer la nuit sur un simple tas de peaux installé près du feu. Après le souper,
Le vieillard se mit à coudre les 2 morceaux de cuir qu'il avait préparés. Mais quand Albéric voulut l'interroger sur la région, il parla volontiers du nord, du sud, de l'ouest et même du nord-ouest, mais ne dit pas un mot de l'est ou du sud-est. Vivant aux confins même de la terre des hommes, il ne fit, pas plus que sa femme, la moindre allusion à ce qui se trouvait au-delà. Tous deux semblaient croire que le monde finissait ou commençait précisément le voyage qu'Albéric allait entreprendre le lendemain. Plus tard, une fois couché dans le lit qu'il lui avait offert, Albéric réfléchit et se demanda s'il fallait s'émerveiller d'une telle ignorance ou si, bien au contraire, ce n'était pas par ruse que les 2 vieillards avaient évité tout au long de la soirée la moindre allusion à tout ce qui pouvait se trouver à l'est ou au sud-est de leur chaumière. Peut-être, se dit-il, le vieil homme était-il allé là-bas jadis au temps de sa jeunesse, mais il lui fut impossible d'imaginer ce qu'il y avait vu. Puis Albéric s'endormit, et ses rêves lui apportèrent de brèves images du vieillard rôdant au royaume enchanté. Mais il ne put y déceler d'autres indications que celles qu'il possédait déjà, c'est-à-dire les hautes cimes bleu pâle. Le vieil homme vint réveiller Albéric, après qu'il eut reposé longtemps. Un feu clair brillait dans la cheminée quand il entra dans la salle commune. Son petit déjeuner l'attendait et le fourreau, parfaitement adapté à l'épée, était achevé. Les 2 vieux le servirent en silence. Ils lui contèrent le coût du fourreau, mais refusèrent le moindre paiement de leur hospitalité. Ils l'observèrent, en silence, pendant qu'il faisait ses préparatifs de départ, puis, toujours sans mot dire, le regardèrent s'éloigner, espérant visiblement le voir prendre la direction du nord ou de l'ouest, mais quand ils le virent bifurquer et s'en aller vers les montagnes bleues, leurs regards se détournèrent, car jamais il ne se fixait de ce côté. Bien qu'ils aient cessé de le voir, Albéric leur adressa un signe d'adieu, car il ressentait à l'égard des chaumières et des terres de ces gens simples une émotion qu'eux-mêmes n'éprouvaient guère vis-à-vis des terres enchantées. Tout en marchant par cette radieuse matinée, il put observer un spectacle qui lui était familier depuis l'enfance. Il vit l'éclatante floraison de l'orchis annonçant aux campanules le déclin de leur prime jeunesse, les tendres feuilles de chêne, toutes dorées encore, les hêtres couleur de cuivre chaud, où chantait la voix claire du coucou. Plus loin, un bouleau ressemblait à une sauvage créature des bois, drapée dans un nuage de gaze verte. Sur quelques buissons privilégiés, pointaient encore des boutons d'aubépine. Albéric se répétait qu'il disait adieu à tout cela. Le coucou chantait, mais son appel n'était pas pour lui. Albéric entra alors dans un champ à l'abandon par le trou d'une haie, et soudain il vit devant lui tout près, telle que son père la lui avait décrite, la frontière du crépuscule. Elle s'étendait dans toute la largeur des champs, bleue et dense comme de l'eau, et ce qu'on voyait à travers semblait déformé et brillant. Il jeta un dernier regard vers la terre des hommes. Le coucou chantait toujours indifférent. Un petit oiseau lança à son tour sa chanson, et, comme rien ne semblait vouloir répondre ou prendre garde à son adieu, Albéric pénétra d'un pas assuré dans les longs amoncellements de crépuscule. Au moment même où Albéric pénétrait dans l'enceinte crépusculaire, une voix d'homme apostropha ses chevaux dans un champ proche, et un bruit de conversation lui parvint d'un sentier voisin. À l'instant, ces divers sons s'affaiblirent, ne furent plus qu'un faible bourdonnement. Il pénétra plus avant, et de la terre des hommes ne lui parvint plus le moindre murmure. Le champ qu'il venait de traverser avait brusquement disparu, et il ne vit plus trace des clôtures d'un ver si rutilant. Albéric se retourna, et constata que la frontière semblait avoir rétréci comme un nuage de fumée. Il regarda autour de lui, et ne vit plus rien qui lui fût familier. Les beautés de l'aubépine avaient fait place aux merveilles et aux splendeurs du royaume enchanté. Dressées, frémissantes dans toute leur gloire, les montagnes bleues se nimbaient d'une lumière d'or chatoyant, qui semblait couler des cimes et inonder leurs versants de brises dorées. À leurs pieds, encore estompés dans le lointain, il vit, pareil à des éclairs d'argent dans le ciel, les tours pointues du palais dont parlaient les chants des troubadours. Dans la plaine, les fleurs étaient singulières et les arbres monstrueux. Sans s'attarder, Albéric se mit en marche vers les flèches d'argent. Ce pays où vient d'entrer Albéric, il m'est difficile de le décrire à ceux qui, sagement, n'ont pas laissé errer leurs rêves au-delà de la terre des hommes, et d'inciter leurs esprits à imaginer cette plaine parsemée d'arbres et la sombre forêt dans le lointain d'où jaillissaient des flèches étincelantes, et au-dessus, au-delà, la chaîne sereine de ces montagnes dont les cimes ne se coloraient d'aucune lumière visible. C'est pourtant dans ce but précis que notre imagination s'en va si loin. Et s'il n'advenait que par ma faute, mon lecteur ne parvint pas à se figurer les pics du royaume enchanté,
Il eût mieux valu que mon imagination ne sortît point du domaine des hommes. Sachez donc qu'en ce royaume, les couleurs sont plus riches que dans notre monde, et que là-bas l'air lui-même irradie d'une telle brillance que tout ce qu'on aperçoit rappelle l'aspect que prennent nos fleurs et nos arbres quand ils se reflètent dans une étendue d'eau. Cette couleur, on peut pourtant la décrire malgré mes craintes, car nos propres couleurs en possèdent quelques touches. Le bleu profond d'une nuit d'été, au moment où le crépuscule s'est évanoui. Vénus, inondant les soirs de sa lueur pâle, les profondeurs des lacs à la brune, toutes ces choses rappellent ces couleurs-là. Et si l'on pense à nos tournesols, toujours soigneusement tournés vers le soleil, on se dit que quelque ancêtre du rhododendron dut se tourner un peu vers le royaume enchanté et que, pour cette raison, il conserve encore aujourd'hui un peu de cet éclat. Mais ce sont nos peintres surtout qui ont su entrevoir les beautés de ce pays, car leurs tableaux ont parfois un charme trop grand pour nos contrées. C'est que dans leur mémoire surgit soudain le souvenir de l'instinct fugitif où, assis à leur chevalet pour peindre nos paysages, ils ont aperçu les montagnes bleues. Ainsi a avancé Albéric dans l'azur radieux qu'ici nous appelons inspiration, quand une brève vision nous en fait souvenir. Aussitôt il se sentit moins seul, car il y a chez nous une barrière franche entre les humains et toute autre vie, en sorte qu'il nous suffit d'être séparés un seul jour de notre espèce pour nous sentir solitaires. Mais dès qu'Albéric eut franchi la frontière crépusculaire, il constata que cette barrière avait disparu. Des corneilles qui se promenaient sur la lande le regardaient d'étrange façon, et toutes sortes de petites créatures l'épiaient, curieuses de voir quel était celui qui arrivait de ces régions d'où bien peu de visiteurs étaient venus, et qui poursuivait un voyage dont bien peu étaient revenus. Car le roi des elfes gardait fort bien sa fille, et cela Albéric le savait, bien qu'il l'ignorât de quelque manière. Une joyeuse étincelle d'intérêt brillait dans tous les petits yeux, où perçait parfois un regard qui voulait peut-être mettre Albéric en garde. Il y avait sans doute moins de mystère de ce côté-ci de la frontière crépusculaire, car nul ne se cachait ou ne semblait se cacher derrière les larges troncs de chêne, comme parfois dans notre monde, selon l'heure du jour ou selon la saison. Nulle étrangeté n'attendait au détour des coteaux. Nulle créature ne hantait les forêts profondes. Tout ce qui aurait pu se dissimuler était clairement exposé à la vue. Tout ce qui pouvait paraître étrange se montrait largement au regard du voyageur. Tout ce qui aurait pu hanter les forêts profondes vivait ici au grand jour. Et le charme agissait si profondément en ces contrées que non seulement les bêtes et les hommes parvenaient à bien se comprendre entre eux, mais qu'une compréhension toute semblable paraissait s'être établie, des hommes aux arbres et des arbres aux hommes. Chaque fois que sur la lande, Albéric dépassa un de ces pins au tronc nombé de cet éclat écarlate dont l'éclairait quelque ancien coucher de soleil, celui-ci semblait avoir arrondi ses branches, comme si, les poings sur les hanches, il se penchait vers lui pour l'examiner. On eût dit qu'il n'avait pas toujours été arbre avant qu'un charme magique les eût transportés ici. Il semblait vouloir lui dire quelque chose, mais Albéric ne prêta guère attention aux avertissements, qu'ils vinssent des bêtes ou des arbres, et il s'engagea dans les forêts profondes.